Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Droit, Société et Risques. Collection Droit, Société et Risques. Sous la direction scientifique du Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit, C3RD, Faculté libre de droit, Université catholique de Lille. Ont vocation à être publiés dans cette collection des ouvrages essentiellement universitaires, traitant des réactions de la société contemporaine face aux diverses sortes de risques. Ils peuvent appartenir aux disciplines juridiques, mais aussi économiques, de sciences politiques, voire psychologiques. Les risques envisagés peuvent être naturels ou technologiques, mais aussi sociaux, économiques, juridiques, politiques ou autres. Ils entraînent, selon leur nature, des réactions juridiques et sociales diverses allant du principe de précaution à la répression pénale, des mécanismes de stabilisation des marchés boursiers aux validations législatives, pour ne prendre que quelques exemples non exhaustifs. Les ouvrages sont sélectionnés en fonction de leur originalité, de leur qualité scientifique, et de leur contribution au débat d'idées sur la place et le traitement du risque dans la société contemporaine. Dans le cas des thèses de doctorat, il sera exigé que le jury en ait autorisé la publication. Les manuscrits seront adressés aux professeurs Placide M. Mabaka et Françoise Dekeuwerdefosses, Laboratoire C3RD, Faculté libre de droit, 60 boulevard Vauban, BP 109 59 016 Lille CEDEX. Dernière parution. Lina WILLIATTEPELLITERI DIR. La médecine à l'épreuve du risque pénal 2014. Alexandre Duméry dire, Les antennes relais 2013. Sophie Moreille et Franck LUDWICZAK, La rémunération des dirigeants 2013. Frédéric Ast Bernadette Duarte dire, Les discriminations religieuses en Europe, droit et pratique 2012. Aurélien Racah dire, Le traité de Lisbonne. De nouvelles compétences pour l'Union européenne 2012. Dédicace. En hommage au professeur Alain Protet. Préface. Préface. Denis Salah, magistrat, secrétaire général, de l'AFHJ. Très tôt, le procès pénal s'organise comme un théâtre clos. S'y joue une scène qui oppose la loi et le criminel. Chacun y connaît son rôle. Chacun sait où il va selon un rituel triangulaire mis en place au XIIIe siècle, accusé, société, juge. On peut parler à son sujet d'une fiction inventée par les juristes pour répondre à une attente unique, défendre la souveraineté de la loi des atteintes qui la frappent. Cette structure est commune aux deux traditions anglo-saxonnes et françaises même si les rôles sont différents, en particulier celui du juge. Elle est étanche à tout autre scénario, n'autorise aucune autre lecture. C'est un face-à-face méticuleusement organisé, rituellement réglé par les codes. Il est édifié pour ne connaître que l'offense à la loi, non celle qui est faite à la victime. Sa priorité est de rétablir l'ordre. Et puis peu à peu, derrière les entités sociétés ou États, la victime est venue perturber ce scénario qui semblait immuable. L'atteinte à la loi ne va pas épuiser l'offense. La portée de la sanction excède le rétablissement de l'ordre. Le modèle de justice entre dans une crise dont nous ne sommes pas sortis. La pièce ne se joue plus selon le même scénario. Il y a de nouveaux acteurs, la victime et ses porte-paroles, un public infiniment plus large et les acteurs anciens ne jouent plus le même rôle. C'est précisément aux conséquences de cette mutation civilisationnelle dans le procès et son système de sanctions que cet ouvrage est consacré. Désormais, la vraie blessure infligée par le crime s'est imposée sur la scène de la réparation. La blessure infligée à la loi au corps social devient plus fictive. La société ne se trouve plus représentée par la loi et son procureur, mais par les victimes, surtout par les associations qui sont leurs porte-parole. En d'autres termes, la réponse mise en œuvre par la justice, celle de l'ordre auquel il a été fait outrage, change radicalement de sens. À la justice comme cérémonie de reconstitution de l'ordre social, se substitue la justice comme instance de réparation. Reste que plus les atteintes à l'homme sont fortes, plus les attentes réparatrices s'intensifient. Cette instance abstraite qu'on appelle la société, ou l'ordre social, ou l'intérêt général, s'est déplacée vers la particularité souffrante qu'est la victime.
D'où très souvent chez elle son désir de généraliser sa demande en disant « Je ne parle pas pour moi mais pour que ce qui m'est arrivé n'arrive pas demain aux autres ». C'est parce que la place est vide qu'elle devient un enjeu d'appropriation et de généralisation. L'atteinte au corps social est réinvestie par la singularité de la plainte qui monte en généralité. Le procès, en évoluant ainsi, n'est que le miroir d'une évolution de ce que nous appelons défendre la société. Dans le modèle ancien, la défense de la société était axée sur un ordre social figuré par l'entité abstraite qu'est après 1789, le peuple, la nation souveraine et ses représentants qui votent. Nous étions dans des sociétés holistes où des entités, la parenté par exemple, dialoguaient dans le procès. Par la suite, en période de guerre, la figure du martyr occulte celle de la victime dans le discours politique. La tragédie est en quelque sorte nationalisée, reconstruite autour des victimes glorieuses, mais la victime ordinaire est oubliée ou du moins, elle est invitée à fondre son deuil dans une scène collective de réparation. Peut-on marquer le point de départ de cet événement ? Le déclin du grand récit s'est fait peu à peu. Ce n'est plus le récit collectif qui domine le procès, mais le récit individuel que la victime ne laisse désormais à personne le soin de dire à sa place. Dans ce modèle nouveau, ce sont les sujets souffrants qui s'autorisent à prendre la parole sur la scène publique. C'est la victime intime, la victime du saccage de sa vie qui témoigne de cette effraction. Pour elle, ce n'est pas seulement la sanction pénale qui est insuffisante. C'est la dialectique entre l'infraction et la peine qui est remise en cause. Il y a une attente des effets de vérité et de reconnaissance qui excède la grille pénale. On pourrait presque dire que ce qui était toléré dans les interstices du procès, silence, émotion, parole, pardon, repasse au centre du prétoire. L'avocat Franck Berton nous apprend dans sa contribution que des présidents de cour d'assises, à l'issue de verdicts d'acquittement, demandent à la partie civile de passer à leur bureau pour qu'il lui explique la sentence. Il n'est pas rare que des procès correctionnels, notamment en cas de catastrophe collective, laissent en début d'audience un temps long d'expression pour les victimes. Il y a une vidéo célèbre aux USA, celle du procès du tueur de Green River, Gary Ridgway, qui a reconnu le meurtre de 48 femmes et condamné 48 fois à perpétuité, dans l'État de Washington. Dans une interminable audience, le juge a laissé les victimes s'adresser au meurtrier, au nom du principe de closure, attente d'un effet cathartique de l'audience. Les 48 familles l'ont abreuvé de crachats et d'injures, et lui ont dit en face à face qu'elles attendaient qu'il brûle en enfer. Mais aucune émotion n'a filtré. Le prédateur est resté de marbre pendant la séance. On commençait à croire qu'on était en face d'un authentique monstre jusqu'à ce qu'une mère, une petite bonne femme qui avait perdu sa fille, dise « Gary Léon Ridgway, je vous pardonne. Ainsi vous n'aurez plus de pouvoir sur moi. » C'est la seule fois où l'homme laissa échapper une larme. Le prédateur témoigna ainsi de son humanité. Ce geste a surplombé le procès. Le pouvoir de pardonner est seul libérateur car il brise la dette des deux côtés. On retrouve souvent ce type d'événement, peut-être même le cherche-t-on. Il y a dans la justice actuelle post-pénale l'appel d'une vérité qui soigne, healing. Celle-ci n'est ni une vérité factuelle dont la justice peut se contenter, ni une vérité ontologique, ni une vérité définitive, full disclosure. Ce sont plutôt des moments de vérité ou pourrait-on dire, assez de vérité pour, c'est-à-dire une vérité reconstruite, suffisante pour obtenir un consensus, pour apaiser le trouble de l'auteur, l'attente de la victime et l'inquiétude de la société. Au-delà du pathos, le fait s'impose qu'on le déplore ou qu'on l'appelle. Ce qui était de l'ordre de la clinique ou du spirituel entre dans le champ de la justice la plus quotidienne. Un récit purement individuel en passant dans le registre compassionnel, entre sur la scène publique. La narration victimaire sort du silence et devient un combat politique. Entre les années 1980 et 2000, pour des groupes entiers de victimes, le traumatisme devient le signe d'une communauté de destin. À cette fragilité s'ajoutent les incertitudes de la mondialisation et la modernité liquide, chère à Z. Bauman qui réveillent des revendications identitaires soutenues par leur seule énergie. Veut-on un symbole lié d'ailleurs à la mondialisation et à l'exil ? Le réveil de la mémoire juive dans les procès pour crimes contre l'humanité, qui se traduit par la lecture des noms de chaque victime au début des procès. Sans oublier ceux inscrits sur les monuments, sans mention mort pour la patrie,
Ou encore les murs des noms du mémorial de la Shoah à Paris et à Yad Vashem à Jérusalem. Quelle attitude adopter face à cette intrusion dans le schéma pénal séculaire? Les contributions de cet ouvrage en offrent un panorama critique. On peut d'abord voir dans la présence des victimes sur la scène publique une pollution du procès, alors que dans les systèmes de common law il aurait gardé sa pureté originelle. On aurait ouvert la boîte de Pandore de la vengeance privée. Les étapes de cette perversion du procès sont l'arrêt Laurent Attalin, 1906, droit pour la victime de déclencher les poursuites, droit à avoir accès au dossier, loi 1921, etc. Qui la place sur un pied d'égalité avec l'accusation. On déplore la privatisation du droit pénal et des poursuites, et la contractualisation de la procédure. Ira-t-on jusqu'à lui donner le droit de demander une peine? De faire appel des décisions d'acquittement, de récuser les jurés? L'irruption de la victime imposerait un objet impossible au procès pénal. Il y aurait là une dette que la justice ne peut ni solder, ni faire solder, une dette qui excède sa culpabilité légale. Le droit comparé nuance ce clivage. Le Victim Impact Statement, en common law, est un rapport écrit communiqué au jury sur l'impact de la victimisation. En outre, le système nord-américain tolère la présence des victimes au stade de l'application des peines. Sans oublier que le statut de la Cour pénale internationale prévoit l'équivalent d'une constitution de partie civile malgré un système accusatoire. On peut à l'inverse l'accepter avec enthousiasme au risque de basculer dans l'émotion, et d'accepter par exemple que la victime vienne plaider la peine qui pour elle serait satisfaisante. Tout le débat public serait placé sous l'autorité de la souffrance. Au nom de l'injustice subie, au nom de son malheur, la loi lui doit reconnaissance. Allons-nous vers une justice purement relationnelle? Vers le rêve d'une réparation intégrale, vers un monde sans dette? Tel est le rêve des tenants d'une conception absolue de la justice réparatrice. C'est oublier, comme le rappelle Damien van der Merch ci-dessous, s'agissant des crimes les plus graves, qu'ils sont irréparables et que leur réparation sera sans équivalence avec les souffrances causées. Cette rencontre entre le malheur des uns et le devoir de fidélité à la mémoire des victimes déplace les exigences absolues de la réparation vers la volonté de punir. Allons-nous vers la démesure punitive, figure inversée d'un passé anéanti? C'est l'impardonnable, comme figure d'un crime qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Jamais sans doute les droits, le droit civil avec sa compensation en argent ou le droit pénal avec la peine, n'ont paru aussi limités face aux attentes réelles. Les plaies de l'argent ne sont rien à côté des plaies de l'âme, disait déjà Balzac dans César Birotteau. Le traumatisme continue dans les cœurs déchirés. La perte subie ne pourra jamais être juridiquement compensée. On peut enfin accepter sa présence croissante à tous les stades du procès, mais se méfier de son instrumentalisation dans les discours politiques, crainte du populisme pénal qui punit au nom des victimes. Il faudrait alors distinguer la victime invoquée, objet de multiples récits sur elle, de la victime singulière, complexité trop oubliée, l'une se substituant à l'autre. Cette instrumentalisation déclenche des paniques morales d'une société portée à réparer les traumatismes, le coupable devenant plus lointain à mesure que la victime est mon prochain. L'avènement de la victime est profondément paradoxal. Il traduit une évolution majeure de notre société accélérée au siècle dernier, qui ébranle les fictions juridiques et étatiques héritées de l'histoire. Une partie de notre tâche est de les reconstruire pour répondre à cette nouvelle attente. Mais en même temps, la composante émotionnelle de cet avènement est captée par des discours politiques qui instaurent une équivalence directe entre le mal subi par la victime et le mal commis par l'auteur. Ce qui a pour effet que le cercle de la plainte élargit à l'infini la volonté de punir. Dans chaque crime, le législateur infatigable puise une énergie émotionnelle pour frapper de plus en plus fort les ennemis de la société jusqu'à porter atteinte aux équilibres de la démocratie. Le crime trop puni comme le crime pas assez puni infecte la société, disait déjà Platon dans le Gorgias. Faisons une ultime hypothèse pour inciter les lecteurs à la vérifier dans cet ouvrage. Il faut tenir fermement les deux bouts du paradoxe. Avancer vers les innovations nécessaires qui nous font entrer dans une ère post-pénale, et en même temps nous défier de la tentation de tout vouloir pénalement réparer en bâtissant une échelle des peines plus forte, en multipliant les incriminations, en oubliant la présomption d'innocence, en repoussant les frontières de l'oubli,
en responsabilisant tous les coupables y compris les plus fous. Il nous faut donc desserrer la tenaille, modérer la pulsion punitive portée par l'indignation face au crime et permettre aux condamnés d'accéder à des moments d'humanité ou de pardon. Ce livre devrait nous y aider. Introduction générale. Vengeance privée, vengeance publique, juste vengeance ? Sylvie Imbert, professeure d'histoire du droit, ICL, secrétaire générale adjointe de la FHJ. Pendant longtemps, le procès était envisagé comme un combat dont les protagonistes étaient l'offensé et l'offenseur. Le procès correspondait alors davantage à une anthropologie guerrière qu'à une anthropologie humaniste. Son objectif était de réagir face aux crimes porteurs de préjudice. Dans l'Antiquité classique, excepté le modèle athénien le plus proche de la démocratie où le recours au procès avait été généralisé, les conflits restaient attachés aux groupes sociaux, la tribu, le clan, la famille qui n'avait d'autre solution que de répondre à la violence par une autre violence susceptible d'établir une juste compensation ou juste vengeance. Les mécanismes juridiques existaient déjà avec la loi du talion, la composition pécuniaire, la transaction, l'arrangement. Ils devaient permettre de limiter l'engrenage de cette violence très présente dans ces sociétés antiques, et que l'on retrouvera en France jusqu'à ce que les premières ordonnances royales au XIIIe siècle établissent une justice déléguée et généralisent progressivement la procédure inquisitoire pour régler les procès criminels. La montée en puissance de l'État a des répercussions importantes sur la justice, qui devient la prérogative principale du souverain. Pour maintenir la paix dans la société, les crimes sont définis par la loi comme une offense faite au souverain qui est alors la principale victime même si une place encore très importante est laissée au sentiment de l'honneur bafoué. L'histoire de l'infraction commence avec celle de la puissance de faire la loi et dire le droit de l'État, et dans le procès pénal l'État se substitue au plaignant dans le rôle d'accusateur et de juge. Au couple de l'offensé et de l'offenseur, se substitue le couple de l'infraction et de la peine. À partir du moment où l'État s'organise, seul compte le châtiment du coupable organisé par une autorité. Dans les structures de l'Ancien Régime, le criminel doit avant tout demander pardon à Dieu, au Seigneur et à la justice, parce que son crime est avant tout une offense aux lois divines et humaines. Le pénal reste caractérisé par cette part d'irrationnel, celle de la souillure, du sacré, de la vengeance et de l'expiation, ce mythe d'une justice qui établirait une peine capable de réparer toute souffrance. C'est pourquoi le mot « victime » a longtemps appartenu au vocabulaire moral et religieux. Or, suivant ce schéma, l'offenseur ayant transmis au souverain à la fois son préjudice et toute vengeance privée, ce qui légitime le pouvoir le plus important que le souverain peut exercer, le droit de punir, la sanction pénale n'épuise que la dette envers le souverain. Le procès pénal est avant tout conçu pour assurer la défense du souverain. L'instrument pénal change de main pour devenir l'arme de guerre de tous contre tous. La vengeance privée laisse place à la vengeance publique. Un bel exemple du passage de la vengeance privée à la vengeance publique, de la monarchie tempérée à la monarchie absolue nous est donné avec le Cid de Corneille. Le théâtre de Corneille porte la nostalgie du héros qui répond aux exigences de l'honneur et de la gloire que tout chevalier, seigneur, noble doit respecter. Cet honneur impose donc la vengeance et le duel. Rodrigue, le personnage principal doit dans la première partie de la pièce laver l'honneur de sa lignée dans le sang d'un duel car ce que doit le héros à sa lignée passe avant tout le reste. Mais dans la deuxième partie de la pièce, Corneille montre bien le passage de l'âge héroïque, celui de la monarchie tempérée à l'âge de l'État dans la monarchie absolue où l'obéissance aux lois est une destinée bien plus haute que la liberté et l'honneur qui prévalaient autrefois. Lorsque Rodrigue passe de la vengeance privée à la guerre, on quitte le registre de la tragédie qui est celui de la famille et qui est propre à la vengeance privée, pour celui de la politique et de l'État. Dans le contexte d'un État organisé, la victime éminente, la seule, c'est la loi du prince, c'est-à-dire le prince lui-même. Si une victime veut obtenir réparation, elle doit lui adresser préalablement sa plainte. Une autre figure du procès s'investit au nom du souverain, se substitue aux victimes. Les acteurs du procès ont changé. Nous étions alors dans le contexte de la montée en puissance de l'État. Le mouvement historique paraît s'être inversé avec le déclin de la souveraineté absolue, qui va être à l'origine de la montée en puissance de la figure de la victime dans le procès pénal.
Avec la Révolution, l'individu est armé de nouveaux droits, ce qui modifie la perception du crime qui n'est plus compris comme une offense faite au prince, ce n'est plus seulement un outrage à la loi commune, c'est aussi la prise en considération des souffrances de la victime. Le corps souffrant de la victime s'est substitué au corps glorieux du souverain comme nouveau référent de l'autorité. C'est le début de la promotion de la victime, et c'est ce qui conduira à l'émergence du droit des victimes que nous connaissons actuellement, droit qu'on avait peut-être oublié ou négligé ou pas suffisamment protégé. Ce changement qui s'opère quant à la place de la victime dans le procès pénal est le fait d'une évolution sociale. Celle-ci fait intervenir de nouveaux acteurs qui utilisent à leur profit le droit pénal et la procédure judiciaire. Il en résulte une vraie révolution judiciaire. L'État ne se substitue plus aux victimes, ne s'approprie plus la vengeance dont il était autrefois le dépositaire, mais s'identifie à elles en leur restituant cette part qu'il leur avait prise. L'État se substitue aux victimes. La substitution des victimes par l'État est le premier grand tournant des institutions pénales. Il a correspondu à l'émergence d'une société libérée des aléas des violences privées. Cette substitution a en outre fondé pour très longtemps la puissance de l'État. Les deux acteurs principaux du procès, à savoir l'offenseur et l'offensé, ont été remplacés sur la scène judiciaire par trois acteurs différents, le juge, le procureur et le criminel. Il n'y a désormais plus de combat, mais une procédure bien organisée. Le procureur prend alors une place éminente même si elle n'est pas forcément prééminente. Le quasi-monopole du parquet, si souvent dénoncé comme ayant fait de l'ombre à la victime en s'appropriant son rôle dans le procès, est cependant un phénomène assez récent, qui s'est progressivement structuré. À le procureur, une partie au procès pour la vengeance des crimes sous l'Ancien Régime. L'ordonnance criminelle de 1670, titres 3 et 4, montre que la partie publique avait un pouvoir important, une sorte de quasi-monopole dans le déclenchement de l'action pénale sous l'Ancien Régime. Il n'y a qu'un véritable accusateur, le procureur du roi ou du seigneur. La partie privée ne peut que demander des dommages et intérêts. Le terme plaignant a longtemps été utilisé en droit criminel pour représenter la victime. On le distinguait alors du simple dénonciateur, qui était reçu par le procureur du roi alors que le plaignant s'adressait au juge pour avoir la permission d'informer. Cette plainte était ensuite communiquée au procureur et le plaignant n'était pas traité comme une partie civile, sauf s'il se déclarait comme tel. Dans ce cas, il avait 24 heures pour se désister. Ce délai favorisait les transactions et les arrangements qui jouissaient encore d'une place importante. Le titre 3 évoque en effet les accusateurs à côté des dénonciateurs. S'il n'y a point de partie civile, les procès seront poursuivis à la diligence et sous le nom de nos procureurs ou des procureurs des justices seigneuriales. La théorie de l'action civile que nous connaissons encore est déjà élaborée dans ses grandes lignes, et l'ordonnance a déjà établi une distinction entre les dénonciateurs et les plaintes. Les gens du roi, c'est-à-dire ceux qui représentaient le ministère public, étaient les seules personnes qualifiées pour apprécier la gravité d'une infraction au regard de la loi. Lors de l'examen du projet de l'ordonnance criminelle de 1670 et en particulier l'article 7, différents auteurs ont précisé cette place prépondérante du procureur. Omer Talon, un illustre procureur de l'Ancien Régime, pensait par exemple qu'il était bien de leur mission de représenter le mal fait à la victime en exerçant la poursuite, bien que les procureurs du roi et ceux des seigneurs soient les véritables parties pour la vengeance des crimes. De même, selon Pussort, les procureurs du roi sont les véritables parties en matière criminelle et il ne semble pas raisonnable de commencer un procès sans leur participation. Pour quelles raisons fallait-il agir ainsi ? Lors des débats organisés dans le cadre du projet de l'article 7 de l'ordonnance de 1670, l'on s'interrogeait pour savoir si, en cas de désistement du plaignant en tant que partie civile, les juges devaient faire connaître ce désistement aux gens du roi et ainsi leur permettre de poursuivre même l'accusation. Jusque-là, toute plainte avait pour conséquence de permettre d'informer, et le plaignant prenait le statut de partie civile, ce qui occasionnait à sa charge des frais importants. Pour éviter que les particuliers ne saisissent pas le juge pour faire l'économie du procès, l'ordonnance a envisagé la possibilité pour le plaignant d'opter pour le statut de partie civile lors du dépôt de plainte et si cette option n'était pas prise, il a été décidé que les gens du roi pouvaient prendre la poursuite à leur charge.
Tenant entre leurs mains le destin de la procédure judiciaire, les gens du roi sont donc bien une partie au procès. Pourtant, dans son ouvrage intitulé Voix nouvelle en histoire du droit, Bernard Schnapper explique qu'il n'est pas certain qu'on souhaitait sincèrement les transformer en activistes de la répression, et il ajoutait « pour de pures et simples questions d'argent ». À l'image de l'absolutisme, le procureur était tout-puissant. Cette toute-puissance était justifiée par le fait qu'il poursuivait aux frais du trésor les cas royaux et les homicides, c'est-à-dire les infractions les plus graves. Mais dans la pratique, le procureur ignorait bon nombre d'infractions et en particulier celles relatives au vol. Bernard Schnapper prend l'exemple de la région de Guyenne où, tout au long du XVIIIe siècle, les 3/4 des actions pénales étaient déclenchées par les particuliers, les intéressés, les victimes, leurs parents et quelquefois les villageois auxquels se joignait souvent le parquet. Dans certains cas, le village entier pouvait aussi se joindre à la procédure, car le sentiment de vengeance et l'esprit de solidarité existaient encore au sein de la collectivité. En effet, au XVIIe siècle, rappelle Bernard Schnapper, les personnes qui ne se portaient pas partie civile pour venger l'assassinat de leur mari ou de leur père relevaient d'un cas d'indignité. Or, l'indignité avait des conséquences terribles. Elle impliquait la déchéance de sa part de communauté pour la veuve et des droits de succession pour les enfants. Les pressions financières et juridiques jouaient un rôle moteur pour inciter les victimes à porter l'affaire devant la justice. Selon Bernard Schnapper, les pénalistes de l'époque sous-estimaient le rôle joué par l'infrajudiciaire et par la vengeance. Cette analyse est confirmée plus récemment par Denis Sala dans Du procès pénal, qui explique que dans ce monde rural, un code moral protecteur avant tout du patrimoine se substitue aux transgressions que la loi a fixées et met la victime au second rang des priorités. Les rivalités locales, larcins, injures, atteintes à l'honneur familial ou marital se règlent couramment par la médiation. Les chefs de clan, les notables, les pères de famille et surtout les curés de village assurent l'essentiel de la fonction judiciaire. Tous reçoivent des aveux, sanctionnent les déviances, fixent le prix des réputations ternies. Lorsque l'on se réfère au dictionnaire du droit criminel, on constate que la vengeance n'a pas quitté les esprits. La définition de vengeur est la suivante. Un vengeur est une personne qui exerce la vengeance. Au XVIIIe siècle, le terme vengeur était fréquemment employé notamment à l'égard du ministère public, appelé vengeur des lois, et du bourreau, appelé vengeur du peuple. Dans l'esprit des lois, Montesquieu vante la belle institution du ministère public. Nous avons aujourd'hui une loi admirable. C'est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal pour poursuivre en son nom tous les crimes, de sorte que la fonction de délateur est inconnue parmi nous, et si ce vengeur public était soupçonné d'abuser de son ministère, on l'obligera de nommer son dénonciateur. Le procureur conserve cette place phare dans le procès criminel sous l'Ancien Régime, car il représente le vengeur du crime. Compte tenu de cette place prépondérante, on comprend que les révolutionnaires aient cherché à réduire ses pouvoirs. Un monopole partagé, ou plus d'égalité dans le procès? Rejetant tous les symboles de l'absolutisme et la centralisation des pouvoirs, les révolutionnaires, en 1791, répartissent les pouvoirs du parquet entre les procureurs des communes, les victimes ou les hommes de loi commis à cet effet au niveau correctionnel et les ont partagés au niveau criminel entre un commissaire du pouvoir exécutif ou du directoire et un accusateur public. Le ministère public perd ainsi la maîtrise de l'action publique au profit des victimes qui la mettent en mouvement au moyen de la plainte, et des citoyens auxquels il est imposé un nouveau devoir, la dénonciation civique. C'est seulement lors des deux phases du procès, devant le jury d'accusation et devant le jury de jugement, que les rôles du commissaire du gouvernement et de l'accusateur public étaient différenciés. Tous les actes d'accusation devaient être soumis au commissaire du roi pour qu'il y pose son visa. La loi autorise ou qu'il mette son veto. La loi défend. L'examen du commissaire du roi consistait uniquement, en le supposant prouvé, de déterminer si le délit en cause méritait une peine afflictive ou infamante. Lors de la phase de jugement au tribunal, c'est l'accusateur public, fonctionnaire élu, qui est considéré comme une partie publique. Il est en effet chargé de poursuivre les délits à partir des actes d'accusation admis par les premiers jurés. L'accusateur public produit les témoins à charge, expose l'affaire et parle au nom de l'accusation. Mais le plaignant a également des droits. Il peut faire entendre ses témoins et soutenir lui-même l'accusation s'il le souhaite.
Quant au commissaire du roi, il s'agit d'un magistrat qui est chargé de veiller à l'application de la loi. Par exemple, il doit, en cas de verdict affirmatif, requérir l'application de la peine. Cette période révolutionnaire dure très peu de temps et la terreur fait évoluer la situation dans un sens plus restrictif. Avec le Code de Brumaire en 4 réapparaît cette distinction importante entre l'action publique et l'action civile. Même si les droits des particuliers sont encore importants et que la dénonciation civique n'a pas disparu, il est précisé que la partie civile ne peut plus agir qu'à des fins de dommages et intérêts, et il est posé nettement le principe que l'action à fin pénale n'appartient qu'au peuple et aux fonctionnaires qu'il choisit. Ce principe contient déjà en germe la reconstitution du ministère public, et préfigure le rôle essentiel des associations que nous connaissons actuellement. Pour des raisons techniques et idéologiques, les hommes du consulat et de l'Empire reviennent donc à un ministère public hiérarchisé, autoritaire et subordonné à la chancellerie. Mais à cette époque, le ministère public ne bénéficie toujours pas du monopole du déclenchement de l'action répressive, sauf dans le cas d'affaires criminelles, comme cela se pratiquait dans le passé. Certaines affaires comme l'adultère ou la diffamation ne peuvent par exemple être déclenchées qu'à la suite de la plainte d'une victime. Ces délits sont jugés devant le tribunal correctionnel et le parquet ne peut être que partie jointe. Ensuite, l'on a progressivement assisté à un renforcement de la gendarmerie dans les campagnes et de la police dans les villes, ce qui a produit des changements considérables. L'initiative privée a en effet décliné au profit des parquets, ce qui leur a conféré un quasi-monopole dans la poursuite des affaires pénales. Parallèlement à ce mouvement, et ce dès la fin du XIXe siècle, mais ce fut également le cas au XXe siècle, le mot « victime » revêt un sens nouveau. La victime se trouve alors au cœur d'une évolution pénale, on pourrait même évoquer une révolution pénale, qui participe à la transformation de notre démocratie et de la scène judiciaire. 2. Vers une démocratie de prétoire, la victime une nouvelle figure de la justice. Lors du procès, la victime apparaît sous un angle nouveau. Elle passe désormais au premier plan. L'une des conséquences de ce schéma est la modification du droit de punir. On constate en effet un recours croissant à la justice pénale, qui se traduit aussi par une intensification de la répression classique. Jusqu'alors, les victimes étaient très peu connues, bien moins que les délinquants. Au XIXe siècle, les délinquants étaient parfois même transformés en héros. Jean Valjean, Claude Gueux font partie de ce phénomène d'héroïsation du criminel, ce qui laisse peu de place pour s'identifier à leurs victimes ou ressentir un sentiment empathique. Les chroniques judiciaires, les journaux, les romans, s'emparent des grandes affaires criminelles qui portent alors le nom du criminel. Si le mot « victime » est récent dans son acception juridique, il ne faisait pas non plus partie du vocabulaire psychiatrique ou psychanalytique. On utilisait plutôt le mot « traumatisme » qui signifie blessure. Jusqu'au début du XXe siècle, la victime paraît avoir été renvoyée à un rôle plutôt modeste dans l'enceinte pénale. À partir de 1983, les associations ont pu se constituer en tant que partie civile. Les victimes, elles-mêmes ou par le biais de ces associations, ont rejoint le ministère public dans le rôle de défenseur de l'intérêt général de la société. Une première définition est apparue dans le cadre de l'ONU, le 11 décembre 1985. On entend par victime des personnes qui individuellement ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris celles qui prescrivent les abus criminels du pouvoir. Dès qu'une victime se plaint, c'est tout un mouvement social qui s'émeut et donne un poids supplémentaire au pouvoir d'accusation en justice. Mais leur rôle va même au-delà, puisque les victimes peuvent également participer à l'administration de la peine. À agir, c'est désormais réagir. Les victimes sont désormais libres d'agir. Or, dans ce nouveau schéma où la démocratie de prétoire est devenue fondamentale, l'action est désormais synonyme de réaction. Cela concerne aussi bien le prévenu que le ministère public, le juge du siège et dans certains cas aussi le législateur qui s'estime devoir réagir face à chaque nouveau crime dénoncé par les médias et qui retient l'attention publique. Le schéma de la justice est ainsi modifié et l'on assiste à une montée en puissance de la victime qui semble résulter de la combinaison de 4 phénomènes:
judiciaire, médiatique, législatif et associatif. Une nouvelle opposition binaire est créée autour de l'agressé et de l'agresseur, exacerbant les droits du premier et créant un parti pris déséquilibrant les principes contradictoires du procès pénal. Rétablir l'ordre appartient toujours à la société, mais une redistribution des rôles est intervenue, qui a eu pour conséquence principale de restituer à la victime la part qui lui avait été prise par l'État. Pour Denis Salah, la victime devient une nouvelle figure importante de cette vie démocratique. Elle constitue un nouveau pouvoir, et notre époque redécouvre l'impact du pouvoir d'accusé. Ce pouvoir est devenu redoutable, en particulier pour ceux qui sont touchés dans leur réputation. Ce n'est plus la lourdeur de la peine infligée qui compte, mais la souillure de l'accusation. La presse se fait très souvent l'écho de cette accusation. De nos jours, grâce à cette nouvelle puissance d'accusation, les associations et la presse détiennent une emprise importante, tant sur la vie publique que sur la vie politique. En témoignent Zola et son fameux J'accuse, ou les articles du Canard enchaîné. L'accusation joue désormais un rôle majeur. Dans l'ouvrage « La République pénalisée », Antoine Garapon et Denis Salah soulignent que celui qui tient le pouvoir n'est plus seulement désormais celui qui peut définir la faute, voire surtout, celui qui peut accuser. Lorsque les valeurs communes se font introuvables, que les textes sont aussi flous et pléthoriques et que la faute n'a plus de contenu clairement identifiable, c'est paradoxalement l'accusation qui constitue la faute et non plus l'inverse. Le législateur, en effet, s'estime devoir réagir à chaque crime ou à chaque fait divers qui a retenu l'attention publique. Pour ces deux auteurs, cette évolution correspond à l'histoire même de la démocratie. Une démocratie décentralisée qui s'accompagne d'une participation accrue des multiples porte-paroles de l'opinion et de la société civile, pour qui la peine est une réponse immédiate aux problèmes posés. Ce n'est plus tant la loi commune qui est violée et qu'il faut réprimer, c'est le préjudice infligé à autrui qui répond à une logique à la fois vindicatoire et restitutive. C'est pourquoi les peines encourues sont de plus en plus lourdes. Punir sévèrement, le retour de la juste vengeance. En parallèle du procès judiciaire, un procès hors les murs s'ouvre dans les médias, s'y joue une véritable bataille, le tout sous les yeux de l'opinion. L'arrivée de la presse dans les affaires de justice n'est pas un phénomène nouveau, mais il s'est récemment accru avec la concurrence de l'image. L'ouvrage de Claire Secaille intitulé Le crime à l'écran, le fait divers criminel à la télévision française, 1950 à 2010, montre que la presse et la justice obéissent à des logiques différentes. En effet, la justice part de présomptions pour aboutir à des certitudes relatives, alors que les médias fonctionnent selon une logique plus émotionnelle que rationnelle. De ce fait, les sanctions judiciaires semblent sans prise sur la logique médiatique. Les insuffisances du droit face à une délinquance devenue massive et à des dommages d'une ampleur considérable sont montrées du doigt, comme ce fut le cas avec la catastrophe du sang contaminé, celle du Mediator, celle d'AZF à Toulouse, celle de l'amiante. Ces insuffisances sont également dénoncées face à des actes insupportables et révoltants pour la conscience collective, tels que les meurtres d'enfants. L'injure à la loi n'est plus uniquement visée lors du procès. Le crime, qui meurtrit des personnes en chair et en os, est également pris en compte. La notion de dommage physique et psychique est en effet devenue prépondérante, et les attentes de la justice de la part des victimes sont devenues si pressantes que l'on aboutit désormais à un droit sans obligation et sans responsabilité. Tout cela découle d'un excès de sollicitude à l'égard des victimes. La peine perpétuelle réelle a par exemple été adoptée pour apaiser les souffrances des familles des victimes de crimes d'enfants. La comparution des malades mentaux devant un tribunal a également été prévue, suite à la demande des victimes. Il s'agissait en particulier d'une famille scandalisée par une décision de non-lieu pour irresponsabilité pénale. La juste application de la loi ne suffit plus. La loi doit pouvoir aussi répondre à la réalisation d'objectifs de sécurité et d'efficacité. En somme, il s'agit de minimiser les risques et les flux. La nouvelle loi du 25 février 2008 sur la mesure de rétention de sûreté répond à ce double objectif d'un principe de précaution auquel est associé un risque de récidive. Il semblerait que deux conceptions de la justice s'opposent actuellement. Une justice favorable à une justice des actes et l'autre favorable à une justice des êtres. Pour Antoine Garapon, le néolibéralisme promeut les droits de l'homme épais, au détriment des droits de l'homme boucliers.
Il met en garde contre les dérives possibles d'une telle législation qui défend à l'excès les droits des victimes. C'est au nom du droit des potentielles victimes qu'est justifiée par exemple la rétention de sûreté qui bafoue non seulement le principe de la légalité des peines mais aussi la présomption d'innocence et l'interdiction de détenir une personne en l'absence de tout crime ou délit à lui reprocher. Une telle promotion du droit des victimes se paye par l'enfermement abusif de quelques-uns. Dans son article paru dans Le Monde du 24 février 2008 et intitulé « La période sombre de notre justice », Robert Badinter déplore, lui aussi, l'origine émotionnelle de cette mesure de rétention de sûreté, qui permet de maintenir en détention des individus après l'expiration de leur peine en raison de leur supposée dangerosité psychiatrique. Mireille Delmas-Marty considère en outre qu'une justice des actes relève d'une anthropologie guerrière. Elle crée de nouveaux clivages entre agressés et agresseurs et exaspère les droits de chacun contre tous car nous pouvons tous nous retrouver d'un côté ou de l'autre de la barre. Et l'on revient à cette notion de vengeance. Il faut que le crime soit puni et la peine est envisagée comme une violence qui répare la violence. Cette conception de la justice est très proche de la conception hegelienne qui, identifiant justice en acte et représailles, considère que le châtiment ne vise pas à réparer ce qui ne saurait l'être. Un œil ne remplace pas un œil, encore moins à amender une âme égarée. Le but de la peine est d'effacer une violation du droit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.